Good Morning Business, Business Today. Le financement du parc nucléaire français, Luc Rémont, le patron d'EDF, estime que le groupe va devoir atteindre 25 milliards d'euros d'investissement par an contre un peu plus de 16 milliards l'an dernier. On va en parler avec Nicolas Goldberg, partenaire chez Columbus Consulting, spécialiste du secteur de l'énergie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Les besoins énormes en matière d'investissement confirment, sans trop se tromper, que le prix de l'électricité va fortement augmenter. Ça dépend comment est-ce qu'on finance ces investissements. Parce que vous savez, aujourd'hui, le prix de l'électricité, il est fixé en fonction d'un prix de marché et du prix régulé du nucléaire, qui lui devra de toute façon augmenter, puisqu'il est à 42 € du mégawattheure depuis plus de 10 ans, il n'a jamais évolué, donc ça va évoluer. Donc, mais est-ce que le prix sera plus cher à la fin? Ça dépend des taxes qu'on met dessus, ça dépend de la réforme de marché qui va être votée, ça dépend de comment est-ce qu'on finance tous ces investissements. Ce qui coûtera cher, c'est surtout de ne pas faire les investissements. Luc Rémont, effectivement, a dit hier devant cette commission qu'il va falloir trouver un compromis sur le prix de l'électricité pour financer, comme vous le dites. Qu'est-ce qu'il entend par là? Quels sont nos moyens d'agir concrètement? Aujourd'hui, on a un parc nucléaire qui vend une grande partie de sa production à prix régulé aux concurrents d'EDF, mais également à ceux qui sont au tarif régulé et également à ceux qui sont chez EDF. C'est ça que EDF conteste beaucoup, d'autant plus que, comme on l'a dit juste avant, c'est 42 €, mais il y a eu des réinvestissements à faire dans le parc nucléaire. EDF doit beaucoup réinvestir. Les indisponibilités du parc nucléaire l'année dernière ont coûté très cher à EDF. Donc, en fait, ce que Luc Rémont dit, c'est qu'à un moment, il va bien falloir financer tout ça. Et là, on parle des moyens de production, on va parler aussi du réseau à un moment. Donc, le réseau est financé par un tarif régulé, qu'on appelle le TURP, que tout le monde voit ou ne voit pas sur sa facture, ça dépend à quel point vous regardez votre facture, mais ça, de toute façon, à un moment, les réseaux, il va falloir réinvestir dedans parce qu'ils sont vieux, et puis il va falloir les adapter aux énergies renouvelables, et puis les parcs éoliens offshore qu'on veut mettre en mer, il faut rappeler que c'est RTE qui les raccorde. RTE, c'est le gestionnaire de réseau de transport, et donc ça aussi, ils vont devoir le financer. Justement, cette question du réseau, on en parle assez peu. On parle souvent des investissements dans les nouveaux EPR, on parle aussi de la prolongation des anciennes centrales, puisque souvent, il faut faire des travaux pour les maintenir à nouveau. Qu'est-ce que ça représente, les besoins en termes d'investissement, le réseau? En termes d'investissement, le réseau, vous pouvez compter que c'est à peu près un tiers de votre facture d'électricité aujourd'hui. Est-ce que ça augmentera à l'avenir? Ça dépend de comment est-ce qu'on choisit de financer ce réseau. Est-ce que c'est le consommateur qui paye? Est-ce qu'on recapitalise les gestionnaires de réseau? Est-ce qu'on fait rentrer des nouveaux fonds dans les gestionnaires de réseau? Alors EDF a hurlé face à ça, peut-être à juste titre, mais c'est ce que font aussi d'autres pays, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que la France qui doit investir dans son réseau. Tout le monde doit faire des investissements colossaux. Surtout ceux qui ne veulent pas de nucléaire, parce que plus d'énergie renouvelable, c'est plus de réseau. Donc, qu'est-ce que ça représente comme investissement? On a un chiffre qui a été donné par Enedis en disant que c'est autour de 96 milliards d'ici 2040. Il y a un précédent chiffre obsolète que RTE avait donné en 2018, qui était 33 milliards en 15 ans. Je ne serais pas surpris que ce soit plus du double au prochain plan. Ça va représenter beaucoup d'argent parce que les réseaux vieillissent, comme le parc nucléaire, bien qu'on en parle un peu, et il y a des investissements à faire, les raccordements offshore, l'adaptation aux énergies renouvelables, et puis il faut gérer tous ces raccordements, parce que les énergies renouvelables, c'est décentralisé, ça veut dire qu'il faut toutes les raccorder, et pour ça, il faut des bras, il faut du monde, il faut consigner le réseau, ça va coûter cher, pas autant que les explosions de prix qu'on a eues en 2022, mais c'est un financement qu'il va falloir planifier dans le temps. Vous l'avez dit, ce sont des enjeux, des montants colossaux sur le terrain concernant le parc nucléaire. Ça y est, on parle de l'implantation de ces EPR. Emmanuel Macron a choisi la centrale du budget pour accueillir 2 futurs EPR nouvelle génération. On parle d'ici d'un calendrier jusqu'à 2035. C'est dans 12 ans. On a l'impression qu'ils ne seront jamais prêts. D'après vous, est-ce que le calendrier sera respecté ou c'est pas possible? Alors 2035, c'est le moment où le premier arrive en service. Parce que là, on a un plan à 3 paires d'EPR, 6 EPR en tout. Oui. Le budget, ce sera la 3e paire. Donc en 2035, le chantier de budget aura peut-être commencé, mais sera certainement pas terminé. Sur les plannings, l'audit qui a été commandé par l'État disait que la première paire arriverait entre 2035 et 2037. Donc on prend déjà un petit peu de marge. Oui. Est-ce que ça arrivera un jour? C'est comme le PR de Flamanville. Il arrivera un jour. On va se parler franchement. On va se parler franchement. Flamanville, mise en service qui était prévue en 2012. Pour l'instant, c'est 2024. Celui de Finlande, je vais le tenter, Olkiluoto a lui été mis en service aussi avec 12 ans de retard, sans parler de l'explosion du budget. Oui, effectivement. On va être capable de tenir
Enfin, les budgets et les plannings qui avaient été annoncés à l'époque étaient complètement irréalistes et maintenant on le sait. Alors justement, est-ce qu'on a appris de ces retards et de ces dérapages ? On a appris de ces retards et de ces dérapages, on a appris beaucoup de choses. Il y a eu un rapport qui a été écrit par Jean-Martin Folz qui donnait plein de choses justement sur ces retards, le fait qu'on a négligé la désindustrialisation, qu'on n'avait pas d'effet de série. Il y a une volonté de les lancer par paire parce que comme ça vous profitez des synergies entre les deux réacteurs, c'est ce que font les Anglais. Et d'ailleurs, les chantiers d'Hinkley Point en Angleterre, où on construit également des EPR, avance plutôt bien. Il y a des retards, mais dans tout chantier industriel, il y a des retards. Et puis, il faut bien voir que Hinkley Point, c'est le plus grand chantier d'Europe. Donc, c'est normal qu'on essuie un peu quelques retards de planning. Oui, on a appris. Jusqu'à quel point on a appris et est-ce que ça arrivera bien en 2037, eh ben ça nous verrons, c'est un pari industriel. C'est aussi un pari industriel de ne pas le faire. C'est aussi pour ça qu'on le fait, parce qu'on se dit si on ne les fait pas, on est dans une sortie de nucléaire de fait, et ça on n'en veut pas. Le Royaume-Uni vient de lancer un appel d'offres pour développer les SMR. Nous, les SMR, on en a entendu parler à un moment. Là, c'est un peu silence radio en ce moment. Est-ce que cette stratégie-là continue ? Est-ce que c'est complémentaire et donc on verra plus tard, on aura plus de détails plus tard ? La stratégie continue, on en entend moins parler parce qu'il y a beaucoup de choses, donc c'est difficile de parler de tout. Mais effectivement, il y a un projet de petit réacteur nucléaire qui est développé par EDF qui s'appelle Neward. Là, on a un planning. L'objectif, c'est de mettre le premier béton en France en 2030. Là aussi, on a appris, parce qu'on se dit que les SMR, on n'en a pas forcément besoin en France. Mais on se dit, il vaut mieux peut-être le construire chez nous avant de le faire à l'étranger. Comme ça, on évite le chantier d'Olkiluoto. Donc, il y a une volonté d'en construire un premier qui ferait de l'électricité. Et le projet d'EDF, c'est d'essayer d'en construire un deuxième, puis voire plus, pour faire autre chose que de l'électricité, peut-être de l'hydrogène ou de la vapeur industrielle. On verra, mais en tout cas, le projet est toujours d'actualité. Et la France sera bien en lice pour répondre à l'appel d'offres du Royaume-Uni, bien que Rolls-Royce soit mieux placé, puisque c'est le champion britannique. Un dernier mot, quel est l'avantage de ces petits réacteurs, les SMR ? Ils sont plus faciles à produire, mais ils sont aussi plus difficiles à sécuriser si on multiplie le nombre de sites. Alors, les SMR, c'est un pari. Pour l'instant, ça existe surtout sur le papier. Le pari, c'est de faire plus petit, plus modulaire, plus adapté à certains réseaux, moins une grosse machine que l'EPR, qui est quand même utile dans certains contextes, en France, au Royaume-Uni et même à Olkiluoto. Le pari, c'est de faire plus petit, pour plus facile, plus modulaire, avec une construction de série. C'est un pari, mais en tout cas, si on ne le fait pas, il y a d'autres puissances économiques qui sont lancées là-dessus, les États-Unis, le Canada, la Chine et bien évidemment la Russie. Merci beaucoup Nicolas Goldberg d'être venu nous voir, partenaire chez Columbus Consulting.